Des colonnes de pick-up blancs ont surgi de la poussière. Les talibans sont nés sur les ruines fumantes de la guerre civile. Pour des millions d'Afghans, ils n'étaient n'est-ce pas des conquérants, mais des sauveurs potentiels. Pourquoi cette confiance aveugle? Le peuple était épuisé par le chaos des seigneurs de guerre. Mais le réveil a été brutal. L'illusion s'est dissipée en quelques jours. À première vue, le retour de l'ordre moral. Mais en réalité, un régime de terreur absolue. Les promesses de paix cachaient une mécanique implacable. Les femmes ont subi la frappe la plus violente. Sur les images d'archives, on voit les visages s'effacer sous le tissu bleu des burqas. Interdiction de travailler, interdiction d'étudier. On entend le claquement des fouets dans les rues pour une simple cheville dévoilée. Le monde entier a vu les stades de football se transformer en lieux d'exécution publique. Les gouvernements étrangers ont regardé l'histoire sombrer, impuissants. L'Afghanistan s'est éteint. L'année 1979 a marqué le début de l'effondrement. Des milliers de chars soviétiques ont franchi la frontière, écrasant l'asphalte sous leurs chenilles. L'objectif de Moscou était clair, installer un régime communiste fidèle et verrouiller le pays. Mais le plan a échoué. Les Moudjahidines, des combattants venus de toutes les tribus, ont pris les armes. Ce n'était pas une simple rébellion locale. Pourquoi une superpuissance mondiale a-t-elle piétiné? Les Soviétiques avaient la technologie, mais les rebelles avaient les dollars. L'argent affluait des États-Unis, du Pakistan et de l'Arabie saoudite. Des cargaisons d'armes modernes traversèrent les montagnes. La guerre a duré 10 ans. 10 années qui ont transformé des villages agricoles en champs de cratères. Des millions d'Afghans ont fui, s'entassant dans des camps de réfugiés précaires en Iran et au Pakistan. À première vue, Kaboul ressemblait à une capitale occidentale moderne. Mais en réalité, c'était une île isolée au milieu d'un océan de traditions. Dans les villes, la vie continuait. Sur les images d'archives, on voit des femmes en jupe longue qui marchent vers l'université. Elles travaillaient dans les bureaux du gouvernement, soignaient les malades dans les hôpitaux, siégeaient au Parlement. Mais à quelques kilomètres de là, dans les zones rurales, le temps s'était arrêté. Les traditions tribales y dictaient déjà une loi sévère. Pourtant, cette fracture n'était rien comparée à la tempête qui approchait. 1989. Les troupes soviétiques se retirent enfin. Elles laissent derrière elles un pays en ruine, saturé de mines antipersonnelles. Mais la paix n'est pas revenue. Le départ de l'ennemi commun a brisé l'unité des Moudjahidines. Les alliances ont volé en éclats. La guerre civile a éclaté avec une violence inouïe. Chaque commandant voulait sa part du butin. Kaboul, autrefois épargné, est devenu le champ de bataille principal. Les roquettes pleuvaient sur les quartiers résidentiels. On entendait le sifflement des obus, puis les explosions. Des rues entières ont été réduites en poussière. Les civils mouraient par milliers. La situation a empiré de jour en jour. Il n'y avait plus de loi, plus de police, juste la force brute. Pour les femmes, le quotidien est devenu un cauchemar absolu. Les enlèvements étaient monnaie courante en pleine rue. Certains chefs de guerre mariaient des fillettes de force à leurs soldats. La peur a poussé les femmes à se barricader chez elles. Sortir signifiait risquer sa vie. C'est dans ce vide total qu'une nouvelle force a émergé. 1994, province de Kandahar. Un groupe d'étudiants en religion s'est formé, les talibans. Leur chef était le Mollah Mohamed Omar. Un ancien combattant, borgne, inflexible. Il a recruté ses hommes dans les madrasas et les camps de réfugiés au Pakistan. Qui étaient ces soldats? La plupart n'avaient jamais connu la paix. Ils avaient grandi avec le bruit des kalachnikovs. Leur éducation se limitait aux textes religieux et au maniement des armes. Leur promesse était simple et brutale. La fin du chaos. Ils juraient de pendre les seigneurs de guerre corrompus et de sécuriser les routes. Les Afghans, épuisés par 2 décennies de sang, ont écouté. Les commerçants ont financé le mouvement pour pouvoir transporter leurs marchandises sans être rançonnés. Les villages ont ouvert leurs portes, désespérés de retrouver un semblant d'ordre. L'avancée fut fulgurante. Kandahar est tombé en 1994. En 1995, ils marchaient sur Herat. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. En septembre 1996, leur pick-up entrait dans Kaboul. À l'image, les combattants turbanés patrouillent devant les bâtiments officiels. La guerre civile s'est arrêtée net.
Mais les habitants ont vite compris le prix de cette sécurité. De nouvelles règles s'imposaient désormais à tous. 5 années de terreur pure. C'est le temps qu'il a fallu aux talibans pour effacer la moitié de la population afghane. De 1996 à 2001, le régime contrôlait la quasi-totalité du territoire. Leurs lois concernant les femmes sont restées parmi les plus brutales de l'histoire moderne. Pourquoi une telle violence envers elles? Elles représentaient pourtant le pilier des familles. Mais l'idéologie talibane ne tolérait aucune indépendance. L'ordre est tombé brutalement. Interdiction totale de travailler hors du foyer. Peu importaient les diplômes ou l'expérience. Les enseignantes ont rendu leur craie. Les journalistes ont posé leur stylo. Les femmes médecins ont quitté les hôpitaux. Du jour au lendemain, le système éducatif s'est arrêté. Des milliers d'étudiantes se sont retrouvées à la rue. Pour les familles, le choc était financier autant que moral. Les mères qui assuraient le revenu du foyer n'avaient plus le droit de gagner un centime. La pauvreté a explosé instantanément. Mais l'enfermement ne s'arrêtait pas au travail. Franchir le seuil de sa propre maison devenait un acte de rébellion. Le décret était clair. Aucune femme ne sort sans un maram, un gardien masculin. Un mari, un frère ou un fils devait obligatoirement l'accompagner. Une femme seule dans la rue devenait une cible immédiate. La police religieuse veillait à l'application stricte de ces règles. Le département pour la promotion de la vertu et la prévention du vice patrouillait jour et nuit. Il ne portait pas seulement des armes, il portait des fouets et des bâtons. Quiconque brisait le code vestimentaire recevait les coups sur place. On entendait les cris, mais personne n'intervenait. Le symbole de cette oppression pesait physiquement sur les épaules des femmes. La burqa est devenue obligatoire. Les femmes devaient se couvrir intégralement sous ce vêtement lourd. Seule une petite grille en tissu au niveau des yeux permettait de deviner le monde extérieur. À première vue, un simple vêtement traditionnel, mais en réalité, une véritable prison mobile. En été, la chaleur sous le tissu devenait insupportable, l'air manquait. La respiration devenait difficile. Pourtant, retirer ce voile en public signifiait l'arrestation immédiate. De nombreuses femmes ont décrit cette sensation d'étouffement, comme si elles étaient enfermées dans une cage à chaque sortie. La situation sanitaire a rapidement viré au cauchemar. L'interdiction de travailler frappait les femmes médecins. Les hôpitaux se sont vidés de leur personnel féminin. Le problème était mathématique et mortel. Les femmes n'avaient donc pas le droit d'être soignées par des médecins hommes. L'accès aux soins est devenu quasiment impossible. Les conséquences ont été chiffrées. À la fin des années 90, le taux de mortalité maternelle en Afghanistan était l'un des plus élevés de la planète. Les rapports de 1999 sont formels. Des milliers de femmes mouraient chaque année en accouchant. Des complications banales, faciles à traiter ailleurs, devenaient ici des condamnations à mort. Celles qui survivaient gardaient souvent des séquelles physiques à vie sans aucune assistance médicale. La peur s'est infiltrée partout. Les punitions n'étaient pas cachées dans des prisons secrètes, elles étaient publiques. À l'image, les gradins du stade de Kaboul remplis de spectateurs. Les talibans ont transformé les enceintes sportives en lieux d'exécution. Les femmes accusées d'actes immoraux étaient traînées au centre du terrain. La foule regardait, on lapidait, on fouettait, on exécutait. Parfois, le crime était simplement d'avoir parlé à un homme qui n'était pas un parent. Les familles observaient en silence. La terreur paralysait toute tentative de révolte. Chaque maison se transformait en cellule d'isolement. Mais les dégâts dépassaient la simple violence physique. C'est l'avenir même du pays qui a été brisé. Une génération entière de filles a grandi sans savoir lire ni écrire. L'analphabétisme est devenu la norme. Les familles qui rêvaient de voir leurs filles devenir médecins ou enseignantes ont vu ces espoirs anéantis. Le pays a reculé de plusieurs siècles en quelques mois. Et pourtant, ce n'était que le début. 12 ans. C'était parfois l'âge des nouvelles épouses réquisitionnées par le régime. Pourquoi les familles acceptaient-elles de livrer leurs filles? La résistance semblait possible. Mais la peur des représailles était plus forte que l'amour parental. Les moments les plus sombres du règne taliban ne se déroulaient pas sur les places publiques. Ils avaient lieu derrière des portes closes, loin des caméras. Le mariage forcé est devenu un outil de contrôle systématique. Les combattants talibans réclamaient des jeunes filles comme un dû. Le consentement n'existait pas. Des commandos arrivaient souvent au milieu de la nuit.
On entendait des coups violents contre le bois des portes. Des adolescentes de 12 ou 13 ans étaient arrachées à leur lit. Les parents n'avaient aucune option. Refuser signifiait la prison ou l'exécution immédiate. Pour un père, céder une fille devenait l'unique moyen de sauver le reste de la famille. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Les veuves ont subi le sort le plus cruel. Des années de guerre civile avaient déjà tué des milliers d'hommes. Ces femmes se retrouvaient seules avec des enfants à nourrir. La loi talibane était implacable, interdiction totale de travailler, sans salaire, sans nourriture, sans issue. L'ultimatum était brutal. Les talibans leur offraient une protection uniquement en échange d'un mariage avec l'un de leurs combattants. Beaucoup ont cédé sous la contrainte. Celles qui résistaient finissaient sur le pavé. À première vue, des formes bleues immobiles sur les trottoirs, mais, en réalité, des mères affamées attendant la charité pour survivre. À l'image, les rues de Kaboul se sont remplies de ces silhouettes en burqa, la main tendue pour un morceau de pain. La scène est devenue tragiquement banale. La communauté internationale a tenté de réagir. La Croix-Rouge et les Nations Unies ont organisé des convois de nourriture et de médicaments. Mais les talibans bloquaient systématiquement l'aide destinée aux femmes. Le travail des humanitaires était saboté. Les initiatives clandestines ont été traquées. Des associations gérèrent des écoles secrètes ou des refuges. Les raids étaient fréquents. On entend le bruit des bottes qui enfoncent les portes des salles de classe improvisées. Les livres étaient confisqués. Les lieux étaient fermés. La violence touchait aussi ceux qui aidaient. Les travailleurs sociaux recevaient des menaces de mort. Beaucoup ont dû fuir. En conséquence, des milliers de femmes ont glissé hors des radars de l'aide humanitaire. Elles vivaient une souffrance muette, inaudible pour le monde extérieur. Chaque décret, chaque punition, chaque restriction s'additionnait. Le système fonctionnait avec une précision mécanique. L'objectif était atteint, l'effacement complet des femmes de l'espace public. Le 11 septembre 2001, le monde a basculé. C'est la date précise où le système d'effacement des femmes a commencé à se fissurer. Pourquoi les États-Unis ont-ils frappé l'Afghanistan? Ce n'était pas pour le territoire, c'était pour déloger Al-Qaïda, protégé par le régime taliban. Près de 3000 personnes avaient péri à New York, Washington et en Pennsylvanie. La réponse américaine a été immédiate, livrer les chefs terroristes. Les talibans ont refusé. En octobre 2001, le ciel s'est embrasé. Les frappes aériennes ont détruit les positions stratégiques. Au sol, les forces spéciales avançaient mètre par mètre. Les défenses du régime n'ont pas tenu. En quelques semaines, c'était la déroute complète. Novembre 2001, Kaboul est tombé. Décembre, les derniers combattants fuyaient vers les montagnes ou traversaient la frontière pakistanaise. Pour les femmes afghanes, le verrou a sauté. Les portes des écoles, fermées depuis près de 5 ans, se sont ouvertes à la volée. Les familles sortaient de la clandestinité. La peur a laissé place à l'action. À l'image, des centaines de fillettes en uniforme remplissent des classes poussiéreuses. Elles tiennent un crayon pour la première fois. Le bruit des pages qu'on tourne a remplacé le sifflement des roquettes. Début 2002, les écoles affichaient complet. Pour ces enfants, tenir un livre était une sensation inconnue. Mais le changement ne s'arrêtait pas aux salles de classe. Les femmes ont repris leur place dans l'économie. Les anciennes enseignantes ont retrouvé le tableau noir. Les femmes médecins ont remis leur blouse blanche. Les humanitaires ont rejoint les organisations internationales venues reconstruire le pays en ruine. Sur les écrans de télévision, un fait inédit s'est produit. Des journalistes femmes présentaient les nouvelles à visage découvert. Une image impensable quelques mois plus tôt. 2004. L'Afghanistan adopte une nouvelle constitution. L'article sur l'égalité des sexes est clair. À première vue, un simple texte juridique, mais en réalité, une révolution pour celles qui n'avaient aucun droit. Les femmes sont devenues citoyennes à part entière. Certaines ont brigué des mandats. Elles ont fait campagne, collé des affiches et gagné des sièges au Parlement. Des voix féminines résonnaient désormais dans les couloirs du pouvoir. La loi a suivi le mouvement. 2009. La loi sur l'élimination de la violence contre les femmes est signée. Le mariage forcé, illégal. Le mariage des enfants, interdit. La violence domestique, punissable par la prison. Sur le papier, l'État protégeait enfin ses filles. L'application des textes restait difficile dans les zones rurales, mais l'espoir existait. Pourtant, tout n'était pas réglé.
Loin de Kaboul, les vieilles traditions résistaient. Dans les villages reculés, les filles restaient à la maison. Les talibans n'avaient pas disparu. Ils lançaient des raids nocturnes et brûlèrent des écoles pour maintenir la terreur. On entend parfois sur les enregistrements les cris des villageois lors des attaques. La menace était invisible, mais constante. Malgré le danger, une nouvelle génération a émergé. Des figures comme Fawzia Koofi et Malala Joya ont pris la parole publiquement. On voyait des athlètes femmes s'entraîner sur les stades. Des étudiantes planchaient sur des plans d'ingénierie. Elles voulaient piloter des avions, soigner des malades, devenir scientifiques. L'horizon ne s'arrêtait plus au mur de leur cuisine. Elles avançaient, mais elles regardaient souvent derrière elles, car dans l'ombre, l'ennemi attendait son heure. 2010. C'est l'année où l'équilibre a commencé à se rompre. Comment l'ennemi a-t-il pu revenir? On les croyait dispersés à jamais, mais ils attendaient simplement que la vigilance baisse. Ils se sont regroupés, dans les montagnes, le long de la frontière poreuse avec le Pakistan. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont reconstruit leur réseau, cellule par cellule. Les attaques contre les forces afghanes se sont intensifiées. Ce n'étaient plus des tirs isolés, c'étaient des embuscades coordonnées. Les bombes explosaient sur les routes de campagne. Puis, dans les grandes villes, la sécurité n'existait plus nulle part. Dans les zones rurales, la liberté de Kaboul semblait être une fiction lointaine. Les habitants vivaient la peur au ventre. Les écoles pour filles étaient incendiées. Les enseignants recevaient des lettres de menaces. Des villages entiers subissaient les raids nocturnes. Pour les femmes de ces régions, les progrès de 2000 ressemblaient à un rêve inaccessible. À première vue, une tentative de stabilisation par l'OTAN, mais en réalité, un château de cartes prêt à s'effondrer. La guerre s'est étirée sur une décennie supplémentaire. Les États-Unis ont injecté des milliards. Ils ont tenté de construire un gouvernement solide, mais la corruption a rongé les fondations. Le leadership était faible, la violence était quotidienne. La population afghane s'est lassée de ce conflit sans fin. Puis vint le tournant diplomatique, l'an 2020, Doha. Les États-Unis signent un accord avec les talibans. La promesse est simple, le retrait des troupes. En échange, les talibans jurent de ne pas abriter de terroristes. Mais sur le terrain, le message reçu est différent. Pour les insurgés, c'est une victoire, c'est un feu vert. Leur confiance monte en flèche, ils lancent l'assaut final. L'été 2021 a tout balayé. District après district, province après province, la carte a changé de couleur à une vitesse fulgurante. Souvent, il n'y a même pas eu de combat. Les soldats afghans n'ont pas tiré. Épuisés, sans salaire depuis des mois, ils ont abandonné leur poste. Ils ont laissé les armes et sont rentrés chez eux. Le 15 août 2021, l'impensable s'est produit. Les talibans sont entrés dans Kaboul. Le gouvernement s'est évaporé en une nuit. La panique a saisi la capitale. À l'image, une marée humaine se rue vers l'aéroport. La foule brise les cordons de sécurité. Les gens grimpent sur les murs. Sur les vidéos qui font le tour du monde, on voit des hommes s'accrocher au train d'atterrissage des avions au décollage. Le désespoir est total. Pour les femmes afghanes, le retour des drapeaux blancs a réveillé le traumatisme des années 90. Les nouveaux maîtres de Kaboul ont tenté de rassurer. Face aux caméras internationales, ils ont promis le changement. Ils ont affirmé respecter les droits des femmes dans le cadre de la loi islamique. Mais ce n'était qu'une façade. Les masques sont tombés en quelques semaines. Les promesses se sont révélées vides. Un décret est tombé. Interdiction de l'école pour les filles au-delà de la 6e année. Les femmes fonctionnaires ont été renvoyées chez elles. Les journalistes, les travailleuses humanitaires, toutes ont reçu l'ordre de disparaître de l'espace public. On entend le bruit des grilles qui se ferment définitivement. Le ministère des Affaires féminines, symbole de 2 décennies de lutte, a été liquidé. Les talibans ont investi le bâtiment. Ils ont décroché l'enseigne. À la place, ils ont rétabli le redouté ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice. La même police des mœurs qui terrorisait les rues 30 ans plus tôt. Les patrouilles ont repris. Elles vérifient les vêtements. Elles surveillent dans les comportements. Elles imposent la peur par la menace et la violence physique. En l'espace de quelques semaines, 20 ans de liberté ont été effacés. 1 million d'adolescentes. C'est le chiffre exact des jeunes filles bannies du système scolaire en 2022. Les Nations Unies ont publié le rapport. Le verdict était sans appel. Les portes des universités se sont refermées.
Des gardes armés ont bloqué les entrées. Ce n'était pas une simple pause administrative, c'était une expulsion systématique. Les rêves de devenir médecin, ingénieur ou leader politique ne se sont pas envolés. Ils ont été broyés en une nuit. L'économie féminine s'est effondrée instantanément. Les enseignantes ont rendu leur craie, les journalistes ont posé leur micro, les travailleuses humanitaires ont été renvoyées chez elles. Pour des milliers de familles, c'était la catastrophe. La source principale de revenus a disparu. La pauvreté a frappé fort. Dans les maisons, la faim a changé les règles. Les pères ont regardé leurs filles différemment. Elles n'étaient plus des enfants. Elles étaient devenues une monnaie d'échange. On a vu des fillettes vendues pour des mariages forcés. C'était le seul moyen de payer le pain. Le système de santé a suivi la même chute. Les femmes médecins ont subi des restrictions drastiques. Les patientes se sont retrouvées sans soins. Les salles d'attente se sont vidées. Pourquoi le taux de suicide a-t-il grimpé en flèche? Les données officielles restaient muettes, mais les morgues racontaient la vérité. La dépression a frappé toute une génération. Le pire n'était pas la violence, c'était le silence. Dans les villages, les femmes ont disparu de l'espace public. Les marchés étaient remplis d'hommes, les rues appartenaient aux hommes. C'était comme si la moitié de la population avait été physiquement effacée de la carte. Mais ce n'était que le début. Certaines ont refusé de se taire. À Kaboul, à Hérat, à Mazar-e-Sharif, elles sont sorties. Elles savaient ce qui les attendait. Elles ont quand même marché. Sur les vidéos amateurs, on voit des femmes brandissant des pancartes faites à la main. Elles scandaient des slogans pour leurs droits. Ce n'étaient que pas des foules immenses, c'étaient des groupes isolés. Mais leur voix portait trop loin pour les talibans. La répression a été immédiate. Les combattants n'ont pas négocié. Ils ont sorti les fouets. Les gaz lacrymogènes ont noyé les ruelles. On entend le claquement des tirs de sommation, puis des tirs directs. Des femmes ont été battues à même le bitume. Tenir une pancarte suffisait pour être frappé au visage. La terreur ne s'arrêtait pas à la rue. Les talibans ont utilisé les images pour identifier les meneuses. Ils les ont traquées jusque dans leurs chambres. À première vue, une ville endormie, mais en réalité, une chasse à l'homme méthodique. Les arrestations se faisaient en de nuit. Les familles se réveillaient au bruit des portes enfoncées. Les militantes étaient emmenées vers des destinations inconnues. Les parents restaient là, dans le vide, sans savoir si leur fille reviendrait vivante. Certaines sont réapparues des semaines plus tard. Elles étaient brisées. Elles ne parlaient plus. D'autres ne sont jamais revenues. Leurs dossiers ont simplement été clos. Pourtant, la résistance a changé de forme. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau champ de bataille. Des messages partaient vers l'extérieur. Le monde devait savoir. Les organisations internationales ont commencé à compiler des listes. Elles ont archivé les témoignages. Les ambassades étrangères ont publié des communiqués d'inquiétude. Mais sur le terrain, cela ne changeait rien. Le danger augmentait chaque jour. Chaque acte de défiance pouvait mener à la prison, à la torture, ou pire. Alors, elles sont passées à la clandestinité. Loin des caméras, des écoles secrètes ont ouvert leurs portes. À l'image, une pièce sombre avec des rideaux tirés. Des anciennes institutrices ont transformé leur salon en salle de classe. Elles risquaient leur vie pour une leçon de grammaire. Les mères rassemblaient les filles du quartier. Si une patrouille passait, tout s'arrêtait. On cachait les livres, on soufflait les bougies, on attendait que le bruit des bottes s'éloigne. Puis la leçon reprenait. Elles apprenaient à lire, elles apprenaient à écrire. L'éducation était devenue un acte de guerre. Août 2021. Le monde entier a regardé les images en état de choc. Pourquoi tout s'est-il effondré si vite? Les gouvernements avaient promis la stabilité. Mais la force brute a balayé les promesses en quelques jours. Les talibans ont repris le pouvoir. Immédiatement, les chancelleries occidentales ont réagi. Condamnation ferme, fermeture des ambassades. Aucun pays n'a voulu accorder de reconnaissance officielle au nouvel émirat. Cela a créé une situation paradoxale. À l'intérieur des frontières, les talibans tenaient les fusils et les checkpoints. À l'extérieur, ils n'existaient pas légalement. Les organisations humanitaires ont tenté de rester. Elles voulaient maintenir les programmes d'aide vitaux. Mais le terrain était miné. Les nouvelles autorités imposaient des restrictions strictes. Chaque jour apportait son lot d'interdits. Les règles sur le travail des femmes ont tout bloqué. Il est devenu impossible pour les ONG d'envoyer de l'aide aux foyers féminins sans personnel féminin. La situation s'est aggravée.
L'année 2023 a marqué un tournant. Les Nations Unies ont lancé une alerte rouge. L'Afghanistan affrontait l'une des pires crises humanitaires de la planète. Ce n'était pas seulement la politique, c'était la nature elle-même. La sécheresse a brûlé les récoltes, la pauvreté a vidé les marchés. Des décennies de guerre avaient déjà affaibli les infrastructures. Maintenant, des millions de personnes risquaient simplement de mourir de faim. À l'image, on voit les conséquences. Des enfants aux côtes saillantes dans des lits d'hôpital surpeuplés. Les familles n'avaient plus le choix. Elles ont commencé à vendre leurs biens. D'abord les meubles, puis les ustensiles de cuisine, pour acheter un sac de riz. Les hommes, eux aussi, ont perdu leurs droits économiques. Sans liberté de travail pour tous, les revenus des foyers se sont effondrés. Beaucoup se sont retrouvés dans l'incapacité totale de nourrir leurs enfants. À première vue, un pays pacifié par la force, mais en réalité, une économie à l'arrêt complet. Les sanctions internationales ont frappé fort. Les avoirs du gouvernement afghan ont été gelés. L'argent qui devait financer les écoles, les hôpitaux et l'aide alimentaire est resté bloqué dans des coffres à New York ou Genève. Les conséquences ont été immédiates. Dans les cliniques, les stocks de médicaments sont tombés à zéro. Pas d'antibiotiques, pas d'analgésiques. Les mères marchaient des kilomètres sous le soleil pour trouver du pain. Elles revenaient souvent les mains vides. La survie quotidienne est devenue l'unique objectif. Pourtant, le monde débattait. Sur la scène internationale, les nations se déchiraient sur la stratégie à adopter. Certains diplomates plaidaient pour le dialogue. Selon eux, parler aux talibans pouvait éviter l'effondrement total et sauver des vies. D'autres prônaient l'isolement strict. Pour eux, seule la pression économique pouvait forcer le régime à respecter les droits des femmes. On entend le brouhaha des conférences internationales. Mais le bruit des discours ne nourrissait personne. Pendant que les débats s'étiraient dans les parlements occidentaux, la réalité sur le sol afghan restait figée. Les femmes et les filles payaient le prix fort. Elles étaient prises en étau entre les jeux politiques et la nécessité de survivre. L'année 2024 a confirmé le désastre. Les filles nées après 2001 avaient grandi avec des livres et des rêves. Elles avaient connu les écoles ouvertes. Elles se voyaient médecins, avocates, ingénieurs. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées enfermées chez elles. Une génération entière, élevée dans l'espoir, a percuté un mur de béton. Certains ont réussi à fuir. Ils ont traversé les montagnes pour rejoindre les millions de réfugiés au Pakistan ou en Iran. Mais la majorité n'a pas pu partir. Sur les vidéos amateurs, la détresse est palpable. Des femmes brûlent leurs diplômes pour ne pas être repérées lors des fouilles. Elles sont restées piégées sous un régime qui ne les considère pas comme des citoyennes à part entière. Aujourd'hui, l'Afghanistan est l'un des endroits les plus difficiles au monde pour être une femme. L'éducation est bloquée, le travail est interdit, même les joies simples ont disparu. Il est interdit de marcher librement dans un parc. Il est interdit d'écouter de la musique. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans l'ombre, la résistance s'organise. Des écoles secrètes ouvrent dans des sous-sols. Mais la douleur endurée par cette population reste immense.